Mes chers concitoyens, bonjour, je vous salue, Parfait Bond, pareil. Bienvenue à tous et à toutes. Je remercie d'avance toutes les personnes qui auront eu l'occasion d'écouter cette intervention, qui auront sacrifié du temps. Je pense particulièrement à la jeunesse, parce que c'est à nous, justement, de nous sacrifier un peu de temps pour écouter les propositions, les avis des uns et des autres. L'âge moyen de la nation congolaise aujourd'hui, c'est 25-26 ans. On a aujourd'hui une classe politique vieillissante qui est sur le départ. Et cette classe vieillissante qui est sur le départ ne sera fatalement pas à même de pouvoir apporter des solutions concrètes aux maux qui minent la République du Congo. 60 ans après les indépendances, je suis déjà intervenu quasiment 3 fois là-dessus, en donnant mon avis sur plusieurs points particuliers. Ce soir, mes chers compatriotes, je souhaitais intervenir sur 4 points, mais je vais essayer vraiment par la grâce de Dieu de le faire très rapidement pour ne pas alourdir l'intervention. Voilà. Le premier point, il est relatif aux hommages du président Pascal Lissouba, qui a pris le pouvoir le 31 août 1992 et qui est décédé le 24 août 2020. Pile 60 ans après les indépendances, faut-il y voir des symboles? Si oui, lesquels? Sachant que ça a été le seul président démocratiquement élu. Il y a aussi une polémique justement sur le fait que le décès du feu président Pascal Lissouba ait suscité autant d'émoi dans l'opinion. On va essayer d'expliquer pourquoi. On accuse le président Pascal Lissouba d'être un tyran, un despote, en ce qu'il a lui aussi fait couler le sang de beaucoup de Congolais, en ce qu'il avait lui aussi des milices, et qu'il n'a pas été exonéré, et qu'il n'a de ce fait pas à être panthéonisé, comme c'est actuellement le cas, par l'opinion publique. Alors, le deuxième point, il va être relatif, on va évoquer le tribalisme au sein de la société civile et de la jeunesse congolaise. Le troisième point sera relatif au débat présidentiel. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on ne peut pas y aller? Pardonnez-moi. La faisabilité de ce débat d'ici à février 2021, nous sommes à quasiment 7-8 mois. Oui, c'est ça. C'est quasiment 7-8 mois. Est-ce que c'est possible de le faire? Alors, la faisabilité, oui ou non? La majorité présidentielle considère que c'est possible de le faire. L'opposition considère que les délais sont bien trop courts pour pouvoir organiser de façon sereine, libre, démocratique et participative une élection conséquente de ce calibre. Alors, les conditions de son organisation, il y a des voix dissonantes au niveau de l'opposition, au niveau de la majorité, les membres du bureau politique et du comité central du Parti congolais du travail, les militants et sympathisants appellent à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que ce n'est pas un piège? Quid de ce que serait éventuellement sa candidature et puis sa prise du pouvoir, son élection pour 2021? Qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à présager sur les 5 prochaines années? Voilà. Et enfin, il y a un dernier point qui est celui de la transition du pouvoir via la jeunesse congolaise, mais bon, c'est un autre sujet également. On va voir si on peut tout joindre, si on peut tout mettre bout à bout, en faisant une intervention, pardonnez-moi, c'est aussi un peu la fatigue, une intervention tambour battant d'une trentaine de minutes. Voilà, top chrono, on y va. Donc, Parfait Bond, votre serviteur, leader d'opinion de la société civile congolaise, fondateur d'un parti politique à naître qui s'appelle le 12DGPD, les 12 départements autour des générations de patriotes sur le développement. La question revient souvent sur la page Facebook du 12DGPD. C'est une formation politique qui est dans les cartons depuis 2017, 2016, quasiment 2016, voire même 2015, qui est donc à vocation à devenir un parti politique de façon concrète, qui aujourd'hui agit en tant que think tank, en tant que cercle de réflexion politique
et qui dispose, entre autres, d'un volet associatif par l'entremise duquel vont être menées d'ici là différentes actions bénévoles et caritatives en faveur des personnes fragiles et de la jeunesse, notamment des orphelins. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet, sur l'hommage du président Lissouba. Pourquoi est-ce que une partie de la jeunesse congolaise, pourquoi est-ce qu'une partie de l'opinion nationale s'émeut sur le fait que soit un peu trop encensé, un peu trop honoré à titre posthume le feu président Pascal Lissouba? Et bien c'est très simple. Moi je vais ici donner un avis et je sais que cet avis sera suivi par une bonne partie de l'opinion publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Pascal Lissouba est le seul président qui ait été jamais élu démocratiquement en République du Congo. C'est le seul que nous ayons eu en 60 ans. Donc l'engouement, la ferveur, l'envie et l'élan, le niveau des hommages qui sont rendus aujourd'hui au feu professeur président Pascal Lissouba sont simplement à la hauteur de ce qu'il a incarné en 1992, précisément le 31 août, lorsqu'il a pris le pouvoir par voie démocratique, sans aucune contestation, sans aucun heurt, sans aucun conflit communautaire par ethnie interposé, et sans aucune contestation, on va dire, profondément sérieuse qui aurait été de nature à dénaturer et à remettre en question la victoire éclatante du feu président Lissouba le 31 août 1992. Voilà. Donc, que ceux qui invectivent et fustigent cet élan d'hommage rendu au feu président Pascal Lissouba comprennent que si on ne le fait pas pour les autres présidents, c'est que lui a été le seul président démocratiquement élu. Alors, le feu président Pascal Lissouba est mort nous a quittés pile 60 ans après les indépendances. Il a pris le pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, le 31 août 2020, et son décès a été annoncé le 24 août 2020. Bon, nous sommes à 60 ans pile des indépendances. Y a-t-il des symboles à y voir? Oui, il est l'avant-dernier des principaux acteurs de l'histoire politique du Congo-Brazzaville courant période 91 à 2020. Il est l'un des avant-derniers principaux témoins de cette histoire politique trouble à être parti. Voilà. Et il est parti pile au moment de la 60e année d'indépendance de notre pays. Le symbole, il est là. Le symbole, il est là. Et ce symbole explique au fond que le président Pascal Lissouba, le feu désormais président Pascal Lissouba, s'en est allé avec une partie de la mémoire de l'histoire tragique et funeste de notre nation, 60 ans pile après les indépendances. Donc, nous avons pris les indépendances en 1960, nous sommes à 60 ans après, le feu président, le seul qui ait été jamais démocratiquement élu, s'en est allé. Et c'était un des principaux gardiens de l'histoire funeste de notre démocratie naissante et balbutiante de ces 60 dernières années. Le départ du président Pascal Lissouba, qui a rejoint les autres présidents Youlou, Massamba Deba, Yombi et Ngwabi, je pense que je n'en ai oublié aucun, est la preuve justement au titre du symbole qu'il faut définitivement et résolument tourner la page de l'histoire du Congo. Sur les 6 présidents qui ont été les acteurs principaux, les témoins oculaires des discussions de couloir, des stratégies macabres, d'alliances incestueuses, de contre-alliances, les seuls présidents qui aient marqué de leur empreinte les 60 dernières années d'indépendance sont quasiment tous partis. Il en reste un seul, il s'appelle Denis Sassou Nguesso, il a aujourd'hui 76 ans, et il lui revient à lui justement de garantir le passage de témoin, la transition, ce que j'appelle souvent la transition politique générationnelle, entre justement ces acteurs politiques qui ont pour la plupart entre
55 ans et 80 ans, il est aujourd'hui de sa responsabilité d'assurer le passage de témoins via la transition politique générationnelle entre cette classe politique qui en plus est complètement désavouée par la jeunesse congolaise, par la société civile congolaise et par la nation congolaise. Et donc il lui revient à lui de pacifier la procédure de transition politique générationnelle entre cette génération qui est sous le départ fatalement et la nouvelle génération que nous sommes, c'est-à-dire la génération des quarantenaires. À l'époque du coup de force fait par le feu président Mariam Gwabi et ses collaborateurs, ses collègues officiers de l'armée congolaise, il faudrait me remarquer ici que à l'époque de ces faits, tous les acteurs politiques qui avaient pris le pouvoir à l'époque étaient d'une tranche d'âge, si je ne me trompe pas, compris justement entre la trentaine et la quarantaine. C'est-à-dire que c'est le bon âge pour arriver en politique avec le recul du poids de l'histoire et avec la sagesse de la perception de l'avenir. On ne peut peut-être pas le faire à 25 ans ou à 20 ans, mais quand on est dans la quarantaine et qu'on a quand même pris le temps d'observer la scène, qu'on a pris la mesure du climat politique historique de son pays, on doit être en mesure par la suite de se positionner en toute responsabilité pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc le symbole, il est là. Le président de Sassou Nguesso doit garantir la transition générationnelle. Et qu'il le veuille ou pas, cette transition générationnelle politique, elle est fatalement engagée. Et donc, il serait mieux pour lui, en tant que dernier gardien de la mémoire historique de ces 60 dernières années, d'aider justement la jeunesse montante. Je ne parle pas de la force montante congolaise, excusez-moi. Je parle de la jeunesse montante qui ne se reconnaît pas dans le PCT, qui ne se reconnaît pas dans l'UPADES, qui ne se reconnaît pas dans UDH-UTI, qui ne se reconnaît pas dans le MCDDI, qui ne se reconnaît pas dans tous les partis politiques historiques que cette jeunesse politique, justement, considère comme responsable du retard à l'allumage du décollage de l'économie politique, de l'économie congolaise, du retard à l'allumage de l'essor d'une véritable démocratie en République du Congo. Donc, il y a une nouvelle génération qui arrive et elle est fatalement déjà dans le processus de transition. C'est une question de temps, quid des modalités qui vont devoir être mises en place pour justement permettre et faciliter cette transition politique générationnelle, voilà, qui ne devra pas se faire avec des velléités, des pensées, ou si vous voulez, des stratégies de vengeance ou de revanche contre le PCT ou contre les autres formations politiques qui ont concouru à présider aux destinées de la nation. Alors, la polémique aujourd'hui sur le président Lissouba, je venais de l'expliquer en long, en large, en travers. La guerre civile, on dit que le président Lissouba fait couler beaucoup de sang, mais je rappelle simplement que, pas que lui, le feu président Yulou a fait couler le sang des Congolais. Le feu président Massamba Deba a fait couler le sang des Congolais. Le feu président Wabi a fait couler le sang des Congolais. Le feu président Yombi aussi. Et le feu président Lissouba désormais. Et le seul président encore en exercice témoin direct de l'histoire politique de ces 60 dernières années, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, n'a pas eu de mandat sans effusion de sang, du sang et des larmes des autres. Que ce soit le premier mandat ou le second mandat, que ce soit Sassou 1 ou Sassou 2, le sang des Congolais a aussi coulé. Donc nous ne pouvons pas être dans une réflexion rétrograde, teintée d'un besoin de revanche pour prétendre à la restitution d'un équilibre historique et démocratique. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de construire l'avenir. Et pour construire l'avenir, on ne peut pas regarder en arrière. On ne peut pas considérer qu'il faut absolument sanctionner, coûte que coûte, qu'importe le prix, toutes les personnes qui ont concouru à empêcher le décollage économique ou le décollage, ou alors l'essor, si vous voulez, de la politique congolaise. Décollage économique ou essor de la politique congolaise. On perdrait beaucoup de temps à le faire
Et aujourd'hui, le temps est un luxe que nous devons regarder avec sagesse. Le temps est un luxe qu'il faut valoriser, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Donc, 97, il y a eu plusieurs morts, entre 400 000 et 600 000, mais des morts, il y en a eu partout, dans tous les camps. La logique aujourd'hui, la vraie, la seule, l'unique voie, c'est de se transcender pour aller de l'avant et de ne pas forcément chercher à faire une certaine forme de chasse aux sorcières, puisque de toute façon, si vous décidez d'aller en guerre contre des gens qui ont un pouvoir financier, qui ont un réseau et des lobbies extrêmement importants, soit vous avez à peu près le même, j'ai envie de vous dire, la même gibecière, soit vous avez à peu près le même rapport de force, soit vous ne l'avez pas, et dans ces cas, et même supposer que vous l'ayez, le mieux c'est toujours de se pardonner pour avancer, puisque ici la principale question est celle des solutions idoines à trouver et des solutions innovantes à mettre en place pour permettre de façon irréversible le décollage économique du pays et l'essor d'une véritable, même si je n'aime pas l'expression démocratie parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, l'essor d'une certaine forme de démocratie dans laquelle chaque Congolais se sentirait respecté, aimé, considéré et considérerait qu'il peut avoir du travail sur la base de la méritocratie. Voilà. Ça, c'était la première thématique. On va passer donc à la deuxième, qui est celle du tribalisme qui continue à se faire montre 60 ans après les indépendances, 23 ans après la guerre civile de 97. On sent encore dans le cœur de certains Congolais qu'il y a beaucoup d'aigreur, beaucoup de haine, beaucoup de colère, qu'il y a beaucoup de réprobation et d'envie, voire de velléité de vengeance. Vraiment, ça se sent vraiment. On le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans la façon dont les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, on le voit dans le ressenti des gens, on le voit dans les taxis, dans les bus que les Congolais prennent. Les gens sont toujours dans une dimension de ressenti négative, d'ethnophobie de l'autre, alors que nous sommes un Congo un et un seul, uni et solidaire, et que nous avons intérêt à nous aimer les uns les autres, nous avons intérêt à nous considérer les uns les autres si nous voulons faire avancer ce pays. Sinon, dans ces cas, autant le diviser et que chacun prenne sa part. Mais si nous le faisons, nous allons devenir la proie, nous étions hier la proie des Français, nous sommes aujourd'hui la proie des Chinois. Si nous le faisons, nous allons devenir demain la proie des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique du Nord. C'est aussi simple que ça. Nous allons être la proie et nous allons passer pour une nation faible qui n'a pas compris, 60 ans après, que le tribalisme a été un fait d'armes du néocolonialisme, un fait d'armes de l'ancienne colonie française. Il faut surpasser, il faut se transcender, il faut dépasser cette étape et aller à quelque chose de beaucoup plus rassembleur, de beaucoup plus unifiant dans l'intérêt général du bien commun et dans l'intérêt général de l'épanouissement individuel de chaque citoyen. La suite. Voilà. Donc au niveau aujourd'hui du tribalisme, c'est un fait qui est patent, qui est factuel, qui est avéré. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup d'agacement, beaucoup d'esprit de vengeance. On entend souvent, oui, le PCT aux affaires depuis 23 ans, le PCT aux affaires depuis 46 ans, le président est là depuis 37 ans, le PCT n'a rien fait, le PCT a mis le Congo à terre, dont acte. Mais, excusez-moi, je pense que l'UPADES a aussi contribué à mettre le Congo à terre. L'UDDIA de Yulou n'a pas fait du Congo une petite capitale française miniature. Le feu président Massamba Deba a engagé justement des réformes industrielles importantes, il faut le noter, mais sur le plan de la gestion de son pouvoir, il a été tout aussi tyrannique et intangible que certains de
ses homologues présidents. Le président Yombi, paix à son âme, tout comme les deux autres, a aussi été un président dur dans sa façon de gérer la nation. Le président Lissouba n'a pas non plus été tendre de la façon de gérer la nation. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas continuer à considérer que on ne peut pas continuer à considérer valablement il n'y aurait que le président Denis Sassou Nguesso qui aurait mal géré le pays. S'il y a considéré que le pays a été mal géré, globalisant-le sur les 60 dernières années, on me dira il y a 46 ans de gestion du Parti communiste du travail, très bien. Et donc il y a 25 années de gestion à répartir, 15 années de gestion à répartir pour le compte des autres présidents, 15 années de mauvaise gestion, ça reste 15 années de mauvaise gestion. Même si 46 années de mauvaise gestion, ça paraît encore beaucoup plus insupportable, inadmissible, le fait est que, collectivement, le Congo aujourd'hui en est à cet état de fait parce que sur les 60 dernières années globalement, ceux qui ont été là n'ont pas fait des choses comme ils auraient dû le faire, c'est-à-dire au bénéfice au bénéfice du décollage d'une véritable économie, au bénéfice de l'essor d'une véritable politique équitable, juste et égale, au profit de l'émanation et de l'émulation d'une véritable démocratie assise, libre, transparente. Mais après, excusez-moi, je vais le dire ici clairement, la démocratie c'est un concept galvaudé. Et il n'y a de véritable démocratie dans le monde nulle part. Les États-Unis ne sont pas une nation démocrate, regardez ce qui s'est passé en Irak. La France n'est pas une nation démocrate, regardez ce qui s'est passé au Liban, en Libye. Regardez ce qui se passe sur le plan des droits de l'homme. Le Canada n'est pas une nation démocrate. Regardez ce qu'elle est en train de faire dans les pays dans lesquels elle a installé des monopoles économiques de ses entreprises, de certains de ses fleurons. La démocratie, globalement, aujourd'hui, est un concept qui est totalement galvaudé. Ceux qui l'ont créé tendent à faire croire que c'est un schéma qui fonctionne très bien et qui, dans son principe de fonctionnement, suppose qu'il y ait une véritable transparence, alors que eux qui en sont les concepteurs ne sont transparents en rien du tout. Les présidents Bush, Reagan, Obama, Clinton et Trump aujourd'hui ne sont pas totalement transparents sur la politique américaine de Washington vis-à-vis 1. de la Chine, 2. de la Russie, 3. de l'Europe, et je ne vous parle même pas des pays du tiers-monde. Donc la démocratie, elle a ses limites. Le peuple congolais a urgemment besoin d'identifier les limites de cette démocratie, de l'adapter à nos mœurs, usages et coutumes pour nous élaborer des institutions qui correspondraient à ce que nous sommes et pas à ce que nous paraissons. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'Afrique francophone, les Africains d'Afrique francophone paraissent plus qu'ils ne le sont. Autrement dit, on les a vêtus comme des Français alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, ce sont des Africains francophones qui ont des mœurs, qui ont des pratiques traditionnelles, qui ont des cultures spécifiques ethniquement et globalement une culture africaine. Et c'est à ces fondamentaux-là qu'il faut urgemment revenir si nous voulons nous démarquer intrinsèquement du bilan politique, économique, culturel et social de ces 60 dernières années. Force est de constater néanmoins que le tribalisme est de plus en plus présent dans l'esprit de la jeunesse qui a en quelque sorte été victime du ressenti de leurs parents, de leurs aînés, qui ont transmis justement ce ressenti à cette jeunesse, qui ne se retrouve pas dans le schéma politico-ethnique actuel, que ce soit au Congo-Brazzaville ou en Afrique francophone, et qui du coup ne sait pas à quel sens se vouer, j'entends par là, à quelle formation politique faire confiance, vers quel leader politique se tourner. Moi, je voudrais dire à cette jeunesse africaine, il faut qu'elle soit consciente et qu'elle comprenne que les personnes qui vont pouvoir régler ces problèmes, je vais ici parler de la jeunesse congolaise, mes frères, mes sœurs, les seules personnes qui vont être en mesure de régler
un, de comprendre vos problèmes. 2, de réfléchir aux solutions idoines. 3, de les conceptualiser. 4, de les mettre en œuvre de façon, on va dire, assez efficace. Ce sont évidemment les personnes qui sont de votre génération. Parce que nous avons les mêmes rêves, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes quêtes et nous avons le même désir qui est celui de nous épanouir dans notre pays et d'avoir au fond la possibilité de vivre de façon totalement épanouie avec une multitude de possibilités en termes de carrière professionnelle, en termes d'épanouissement et d'attraction de divertissement, en termes d'orientation professionnelle, au même titre que celle des jeunesses occidentales qui aujourd'hui s'épanouissent dans leurs pays respectifs et qui ne ressentent pas le besoin de venir s'installer en Afrique. Alors que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, elle ressent le besoin d'aller s'installer en Europe, en France notamment, pour ce qui est du cas du Congo-Brazzaville. Donc le tribalisme, il faut y mettre un terme, et la seule façon de mettre un terme à ça, c'est que aussi les dirigeants politiques actuels au Congo-Brazzaville, tous bords politiques confondus, doivent assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Jusque-là, c'est ce qu'ils ne font pas. J'ai rarement entendu les cadres politiques du MCDI reconnaître leur part de responsabilité dans ce qui est arrivé au niveau des drames de conflits communautaires qui ont émaillé les 60 dernières années. Je ne l'ai pas non plus entendu du côté de l'UPADES, du côté du RDPS, je ne l'ai pas non plus entendu du côté du parti du feu président Yonggi Opango, je ne l'ai pas entendu non plus du côté du parti, en tout cas de tous les partis qui ont été créés par les acteurs politiques qui sont sur la scène politique depuis l'époque 97 jusqu'à aujourd'hui. On a un problème de déni de responsabilité des actions passées par sa formation politique. Et on ne peut pas, lorsqu'on est, on est incapable de reconnaître ses aveux d'échec, on ne peut pas prétendre à conduire une nation. Il faut d'abord faire une analyse, un bilan de ce qu'a été le parcours politique aujourd'hui du PCT, de l'UPADES, du MCDDI, du RDPS. Ce sont les principales formations politiques qui ont concouru et qui ont émayé, qui ont, on va dire, fasciné, dessiné les contours et les conséquences de ce qu'est la politique d'aujourd'hui. Donc, quel bilan est-ce que ces leaders font de leur formation politique 60 ans après les indépendances? Où en sont-ils avec leur idéologie? Où en sont-ils avec leur vision politique? Où en sont-ils avec le tribalisme? Au-delà de le dénoncer, qu'est-ce qu'ils proposent comme mesures concrètes? Où en sont-ils avec leur projet de société? Où en sont-ils avec leur projet politique? Où en sont-ils avec leur vision de la société congolaise, on va dire de demain, c'est-à-dire des 10 prochaines années? Il y a cette introspection à faire, parce qu'elle est utile, de ce qu'elle servira comme vecteur d'orientation et d'information pour la jeunesse congolaise qui a besoin de savoir vers quel leader s'orienter. Mais je vais peut-être aller un peu vite en besogne pour dire ici, parce que le temps va assez vite, on ne va pas continuer on va essayer de faire un peu plus vite pour gagner du temps. Cette jeunesse, elle doit comprendre aujourd'hui que son avenir se trouve dans la jeunesse. L'avenir de la jeunesse congolaise se trouve dans la jeunesse congolaise. Moi, quand je vois les jeunes Congolais en train de considérer que le meilleur candidat pour les 10 prochaines années, c'est celui ou c'est ceux qui ont toujours été là depuis 1997, j'ai envie de vous dire, attention, il va y avoir le feu dans la maison. Ça va continuer à brûler, puisqu'on considère que ceux-là même qui ont mis le feu à la maison depuis bientôt 23 ans sont les mêmes qu'il faille désigner pour continuer à prendre soin de cette maison. C'est totalement paradoxal. Et donc il faut changer de paradigme à ce niveau. On ne peut pas considérer que celui qui a joué le rôle du pyromane pendant 23 ans, pendant 40 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans, puisse être le même et puisse être à même d'être la personne qui viendrait éteindre le feu alors c'est elle qui l'a allumé. Ah, bon.
c'est un paradigme, c'est une façon de voir les choses qu'il faut véritablement changer. Et là-dessus, il faut bon se surpasser. Moi, je comprends que les gens se disent, aujourd'hui, si le président Denis Sassou Nguesso n'est pas candidat, le pays est dans le chaos. Mais déjà, ceux qui pensent comme ça ont une perception bien pauvre de la capacité des Congolais à diriger ce pays. Ils ont une vision courte, étroite et triquée qui considérait, c'est-à-dire que, globalement, que, en gros, si le président de Sassou Nguesso est éternel, il restera éternellement au pouvoir. Dire ça quand on est jeune et qu'on subit la misère, qu'on subit la précarité, qu'on n'a pas de travail, qu'on est incapable de nourrir sa famille, qu'à 30 ans on est encore chez ses parents, que sa femme vous abandonne parce que vous n'avez plus de travail, que vous redevenez un peu comme un petit enfant de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui est envoyé par ses parents pour aller acheter le pain à la boulangerie du coin, lorsqu'on a ces âges-là, est considéré dans une forme de déni de posture de responsabilité que ceux qui ont concouru à l'échec économique et politique de ce pays doivent être maintenus parce qu'il serait la solution idoine pour les 5 prochaines années. Avoir cette position-là, c'est du suicide. C'est irresponsable, c'est du suicide. Et ça montre, ça révèle simplement l'état d'esprit de ces gens qui, en disant ça, sont en réalité en train de dire « nous avons faim ». Et comme nous n'avons pas de certitude sur le futur parce que nous ne voyons pas d'autres potentiels leaders, autant continuer à manger du riz. À défaut de se projeter avec audace pour que demain on puisse manger décemment dans ce pays, à défaut d'avoir une vision en prospective long terme, autant continuer à manger du riz. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Or, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vieillir, qu'ils ont des enfants qui sont à l'école, qui sont nés sous la tutelle de ceux des acteurs politiques directs de ces 60 dernières années, et que cette perspective-là n'augure rien de bon pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc il faut changer de paradigme. Il faut arrêter de considérer que les seuls qui soient capables de diriger le Congo aujourd'hui, ce sont ceux qui sont politiquement déjà en place, alors que de visu, factuellement, il apparaît clairement que ces personnes ont failli, qu'elles n'ont pas été à même de transcender leurs différences, de transcender leurs divergences ethniques, de transcender leurs divergences politiques, de transcender leurs animosités, leurs inimitiés, pour regarder la nation en face et se dire, rassemblons-nous et faisons ce qu'il faut pour la nation, parce que si nous continuons à nous regarder en chien de faïence, si nous continuons à nous combattre par factions tribales interposées, ce sont encore les Congolais qui vont faire les frais. Et si les Congolais continuent à faire les frais, notre économie va continuer à en pâtir. Et l'Afrique sera bon dernière parmi les pays d'Afrique sous-régionale de la zone CEMAC. Et il est à craindre que demain, le Congo-Brazzaville, tout à l'heure je parlais d'Afrique, il est à craindre que le Congo-Brazzaville devienne la queue de wagon, non seulement de la région Afrique centrale, mais également de tout le continent. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons intérêt, nous, à laisser le climat politique actuel se dégrader de plus belle, alors que nous savons très bien qu'il y a des solutions, qu'elles existent, et qu'il y a aujourd'hui de jeunes leaders qui sont en mesure de proposer des solutions concrètes, tant pour la réconciliation nationale, tant sur le volet économique, et la relance de l'économie, tant sur le plan financier, tant sur le plan politique, tant sur le plan institutionnel. Nous avons les moyens de notre stratégie sur le plan matériel et le plan logistique. Nous avons ces moyens. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Mais il faut que la jeunesse comprenne qu'elle a besoin aussi aujourd'hui de tourner son regard vers ceux de ces jeunes-là qui se positionnent et qui leur disent « Nous vous tendons la main, nous tendons la main à nos aînés et nous avons besoin ensemble de converger vers ce Congo de demain qui, obligatoirement, va devoir être un Congo du vivre ensemble. Si nous ne voulons pas être
la dernière, si nous ne voulons pas être la queue de wagon des pays d'Afrique centrale et, in fine, des pays d'Afrique de façon globale. Voilà. Troisième thématique, débat sur les élections présidentielles. Est-ce que les élections présidentielles auront lieu? Bon, aujourd'hui, moi, à titre personnel, je considère que à 8 mois de l'échéance constitutionnellement prévue, il me paraît illusoire, fantasque, irresponsable d'organiser des élections. Pourquoi? Puisque le préalable de cette élection présidentielle importante, qui va être la première après les 60 années d'indépendance, il faut bien comprendre ça, nécessite qu'il y ait des assises nationales, inclusives, utiles, au levier à mettre en œuvre pour garantir la deuxième élection véritablement indépendante en République du Congo. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Donc, je ne suis, à titre personnel, pas favorable. Bon, au niveau de... c'est d'ailleurs pour ça que je me réserve toujours la possibilité de la réflexion quant à une possible candidature, mais avec le recul et la réflexion mûrie qui m'oblige, je ne peux que considérer que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une élection responsable, apaisée, indépendante, transparente, et qui soit la deuxième élection démocratiquement organisée par consensus de toutes les formations politiques, de tous les leaders d'opinion, de la société civile en République du Congo. Les conditions aujourd'hui ne sont clairement pas réunies. C'est d'ailleurs l'une de la position qu'a adoptée mon aîné, le président Pascal Tati-Mebiala. C'est aussi la position qu'a adoptée mon autre aîné, le président Guy-Brice Parfait-Kolela. Nous avons des points de convergence, de divergence politique importants. Au-delà, ça reste des aînés. Au-delà, ça reste des Congolais. Et il n'y a pas lieu à ressentir de quelconques inimitiés ou de quelconques animosités vis-à-vis de ces deux compatriotes. Bon, Paulin Makaya estime que pour aller à une élection, il aurait fallu déjà libérer, alors parmi les préalables requis de son point de vue, il aurait déjà fallu libérer tous les opposants politiques. Il aurait déjà fallu libérer tous les opposants politiques, dont acte, sauf que on ne peut pas, en toute responsabilité, considérer qu'il faille, pour aller à une élection présidentielle apaisée, libérer tous les opposants politiques. C'est comme si on me disait, pour que je puisse emmener mes enfants à l'école, je tiens absolument à ce qu'on puisse me mettre à disposition un bus scolaire. Bah, tes enfants, ce sont tes enfants. Si tu dois les emmener à l'école, tu te démerdes comme tu peux. Hein. Tu prends le taxi, tu prends le bus, tu prends ton véhicule privé, tu les déposes. Tu n'as pas besoin pour que tes enfants réussissent et qu'ils soient en présentiel dans leurs différents lieux d'établissement qu'il y ait une obligation de mise à disposition d'un bus pour les déposer quand tu sais que tu peux le faire par toi-même. C'est un peu pour imager et exemplifier la posture de M. Paulin Makaya, qui est aussi un aîné, qui considérait que pour qu'on ait une élection présidentielle dans ce pays, il fallait que nécessairement et intrinsèquement soient libérés les opposants politiques. C'est un non-sens moral, c'est politiquement irresponsable, et puis c'est socialement inadmissible. Les besoins des populations ne vont pas attendre que tous les détenus politiques soient libérés. Ça n'a aucun sens. Et on n'a jamais vu ça nulle part. En tant qu'individualité politique, si l'aîné Paulin Makaya considère que il faut impérativement que les détenus politiques soient libérés, peut-être était-il en train de faire allusion à l'impérieuse nécessité de constituer un collectif solide d'opposants pour faire face
aux candidats de la majorité présidentielle. Mais dans ces cas, il y a à y faire la lecture d'un désaveu cinglant de sa capacité en tant qu'individu à pouvoir faire face à celui qui est en face. Donc c'est ça aussi la révélation de la révélation qui est explicitée par les propos de l'aîné Paula Makaya. Moi, je ne considère pas qu'il faille, par exemple, libérer je ne considère pas qu'il faille libérer, par exemple, le détenu politique Toubouge. Hein. Pourquoi? Parce que, à titre personnel, si je devais aller aux élections, je ne considère pas qu'il faille être allié avec lui pour remporter une élection. Ce monsieur a fait partie de la majorité présidentielle. Il a fait partie de ceux des acteurs qui ont endeuillé le Congo en 97. Au nom de quoi? Non d'au-delà. Est-ce que je devrais être obligé, moi, de m'afficher avec lui à l'occasion de la campagne politique présidentielle pour escompter une victoire certaine? C'est un manque de sagesse, c'est un aveu d'échec, un désaveu de reconnaissance de son incapacité à faire montre d'une certaine forme de force intérieure dans le combat individuel politique qu'on mène. Donc, je ne partage pas non plus ces positions-là. Les détenus politiques sont là où ils sont là pour des raisons précises, et de dire ça ne devrait pas entraîner la mise, on va dire, sur mon dos d'une cible, comme pour dire, ben voilà, quelqu'un d'autre qui considère que Toubouge n'a pas, qui considère que Toubouge ne peut rester en prison, alors c'était quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle de 2016 et qui a été emprisonné pour son refus d'avoir reconnu la victoire du président Moussa Songesso lors de la dite élection, et que par conséquent, ce contentieux étant toujours pas tant existant, il n'y a pas lieu à envisager de quelconques élections tant qu'il n'est pas libéré. J'ai envie de vous dire, le salut du Congo est un peu à la fois et individuel et collectif, à chacun de faire ses choix et de les assumer. Voilà. Au niveau de l'UPRN, les autres aînés, Jean Mathias, qui est le président de la plateforme des partis qui se sont coalisés avec lui. Je fais allusion ici à Jean Italie et à Christophe Mukwege. Là aussi, on a un durcissement du temps politique qui renvoie, à moi, à titre personnel, le sentiment d'une forme de théâtralisation du débat politique, d'une certaine forme de recherche aussi de reconnaissance de souveraineté vis-à-vis de la part du peuple congolais, parce qu'effectivement, lorsque vous dites que il faut revoir la question du fichier électoral, le découpage électoral, la biométrie, etc., vous avez raison, sauf que quand on voit les élections de 2016, on se rend bien compte que le candidat Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas eu besoin ni de biométrie, ni de fichier électoral, ni de découpage électoral consensuel pour remporter les élections présidentielles. On se rend bien compte de cette réalité. Donc, partant de là, l'évocation qu'il y a à y lire, c'est que il y a en apparence une forme de fuite en avant de ces leaders politiques qui gagnent du temps sur des revendications parfaitement gérables, parce qu'ils savent qu'individuellement, ils sont incapables. D'abord parce qu'ils n'ont plus la confiance de la population, ils n'ont plus la confiance de l'opinion publique, ils n'ont plus la confiance de l'opinion internationale, et que ce faisant, se sachant coincés, un peu comme des poissons dans un filet de pêche, ils ont besoin que ce filet de pêche soit percé par le flot et l'agitation d'autres poissons dans ce filet, de façon à ce qu'ils puissent rompre et qu'ils puissent recouvrir une certaine forme de liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il faille impérativement revoir la question du découpage électoral, le fichier électoral, la biométrie, toutes ces choses, parce que la jurisprudence récente prouve qu'il est possible aujourd'hui de mettre en déroute
est de battre la majorité présidentielle sur la base d'une candidature qui ferait consensus. Et la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko a bel et bien fait consensus en 2016. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. La lecture qui est faite d'une élection tronquée parce qu'il n'y aurait pas de biométrie, de machin, de fichier électoral, de découpage électoral consensuel, est une lecture biaisée, puisque, je précise, je rappelle, je répète que sous Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, il n'y avait pas de biométrie, il n'y avait pas de fichier électoral, il n'y avait pas de découpage électoral consensuel. Et ça n'a pas empêché à Jean-Marie Michel Mokoko d'être le candidat qui a été considéré comme étant celui qui avait remporté l'élection présidentielle par l'immense majorité des Congolais, c'est-à-dire 92% des Congolais. Voilà. Cette partie-ci du débat aussi est clos. Moi, je reste convaincu que la jeunesse a besoin de se tourner vers de nouveaux visages. Elle a besoin de se projeter sur l'avenir avec de nouvelles personnalités, acteurs de la société civile ou personnalités politiques issues des rangs de la jeunesse, pourvu seulement que les dites personnes présentées d'une certaine forme de caution et de crédit soient à même et soient capables de relever le défi sur la base de propositions concrètes, sur la base de prises de position sur les volets économiques, financiers, politiques, culturels, sociaux, diplomatiques et même militaires, qu'ils soient capables d'avoir des prises de position et des réflexions, on va dire, salvatrices et salutaires pour la nation. Voilà. Donc, pour finir et pour chuter, j'ai quand même pas mal disserté et donné mes avis sur l'ensemble des thématiques que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, au niveau de la majorité présidentielle, ça va être le dernier point. Le président Denis Sassou Nguesso ne s'est toujours pas positionné et il a raison de ne pas se positionner puisqu'il est conscient que ça bouge en Afrique. Il est conscient qu'il y a une forme qui, sans le dire, s'apparenterait à un élan d'aspiration à l'avènement de véritables régimes démocratiques, de véritables indépendances des pays africains vis-à-vis de la France. Et étant comptable de ces 60 dernières années, le président Denis Sassou Nguesso sait très bien que la transition qui clôture là les 60 dernières années et qui ouvre la page des 10 prochaines années est délicate, d'autant qu'au sein de sa propre famille politique, il ne sait pas sur qui pouvoir réellement compter. Hein. On a bien vu avec le 5e congrès extraordinaire du PCT, bien avant cela, le président Denis Sassou Nguesso souhaitait que son fils soit candidat, mais ça n'a pas pu se faire. Et c'est le camarade Pierre Moussa qui a été désigné et choisi. Voilà. Moi, j'en ai terminé là-dessus. Je m'arrête là pour ce soir. Et je suis de ceux qui pensent que le président doit accompagner la jeunesse dans la transition politique générationnelle et ne pas se présenter. Ce n'est là que mon avis. Compte tenu du contexte politique africain actuel, de la soif, du besoin de la jeunesse africaine d'avoir affaire à de nouveaux visages politiques, et jeunesse africaine qui, en plus de demeurant, ne connaît pas les dirigeants africains actuels qui ne sont pas de leur génération. Voilà, j'en ai terminé. Vive le Congo, vive la République, c'était parfait bond. Vive la jeunesse congolaise, qu'elle ait confiance dans la jeunesse, dans le lead de la jeunesse politique qui est en train de monter, qui est en train de se positionner, qu'elle s'intéresse davantage à la gestion de la chose publique et qu'elle a un regard curieux sur ce qui se passe au plan international. Nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse, chacun dans vos maisons, passez une très bonne soirée, à bientôt. Et le Congo d'abord, les Congolais d'abord, les Congolais d'abord et le reste du monde après. Voilà, bye bye. Dieu bénisse le Congo, Dieu vous bénisse tous. Ciao, ciao.